Bonjour, je suis Christophe Léguevac, avocat au barreau de Paris. Nous nous retrouvons pour le 3e épisode de la série consacrée à l'action collective Déjà Vu Point Légal et je vais expliquer comment nous sommes arrivés à vous proposer cette action. Alors, nous avons déjà vu dans le premier épisode l'affaire Levothyrox et les conséquences qu'il fallait en tirer, notamment sur la nécessité d'obtenir les fameuses données brutes des études qui étaient préparées par les laboratoires pharmaceutiques. Dans le deuxième épisode, nous avons vu que les agences sanitaires étaient peut-être un petit peu à l'ouest et ne faisaient pas bien leur travail. Aujourd'hui, je vais faire une synthèse de tout ça et vous expliquer comment nous allons reprendre le pouvoir en demandant des comptes à la Commission européenne et à l'Agence du médicament pour obtenir directement les données brutes et les faire étudier par la communauté scientifique internationale. Mais avant de commencer, je voudrais que nous écoutions le professeur Étienne Klein qui va nous faire une utile mise en garde pour la suite de cette petite présentation. Peut-être que la nuance, excusez-moi, mais c'est peut-être un peu emmerdant. Et les gens qui parlent sans nuance donnent l'impression d'avoir raison. Quelqu'un qui doute, parce que la nuance a à voir avec le doute aussi, avec l'incertitude, avec la prudence. On dit, ce type-là, il ne sait pas ce qu'il pense. Et donc, un propos nuancé donne l'impression de se fragiliser par la forme qu'il prend. Et c'est ça qui me semble être une menace, parce que on sait très bien que c'est pas dans les positions les plus extrêmes qu'on trouve la vérité, mais dans des imbrications, dans des superpositions, dans la nuance précisément qu'elle se situe. Alors je vais essayer de suivre les conseils d'Étienne Klein, même si je suis un homme de conviction et si je crois les informations, les idées que je vais défendre devant vous aujourd'hui. Pour commencer, nous allons faire un petit rappel des épisodes précédents. Je vous rappelle très sommairement l'affaire Levothyrox, qui est une affaire un peu moins grave que l'affaire Mediator, mais qui est tout aussi révélatrice des lacunes des agences sanitaires. Dans le dossier Levothyrox, on a un industriel, Merck, qui a décidé de changer sa formule. Pour cela, il est obligé de présenter un nouveau dossier d'autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM, et dans ce dossier, il y a ce qu'on appelle une étude de bioéquivalence. Les obligations légales et réglementaires lui imposent de communiquer tout le contenu de l'étude, ce qui représente à l'époque à peu près 2000 pages de documents. Mais voilà, il ne communique pas des tableaux Excel, il communique des images, ce qui empêche l'autorité sanitaire française de faire son travail, si tant est qu'elle ait envie de le faire. Et donc, elle se contente de recevoir le document, de dire « Ah, j'ai l'étude de bioéquivalence, tout va bien, je classe, le dossier est prêt, on peut délivrer l'AMM ». Pourtant, quand on prend la peine de regarder attentivement, comme l'ont fait certains scientifiques, les données de l'étude de bioéquivalence, avec les mêmes chiffres, on obtient un résultat diamétralement opposé à la conclusion de l'industriel. C'est ce qui nous fait dire qu'il est essentiel dans ce genre de dossier, compte tenu des carences manifestes des agences sanitaires, que la société civile se saisisse des données pour qu'elles puissent être examinées par des scientifiques indépendants. Et c'est l'un des buts de l'action Déjà Vu Point Légal que nous avons lancée avec Arnaud Durand. Pourquoi avons-nous baptisé l'action collective européenne que nous lançons avec plusieurs avocats dans toute l'Union européenne Déjà Vu Point Légal? Tout simplement parce que nous avons constaté qu'au cours des 20 dernières années, et même au-delà si je réfléchis bien, il y a eu des précédents malheureux où les industriels se sont comportés d'une manière, comment pourrait-on dire, ignoble, en tout cas avide, et ont fait prévaloir l'intérêt de leurs actionnaires sur l'intérêt de la santé publique. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une accusation gratuite. Je vais vous donner deux exemples. D'abord, nous allons partir de la réalité, des chiffres. Vous voyez sur le côté un document qui émane des entreprises du médicament, qui est le lobby des compagnies pharmaceutiques en France, et qui explique que le chiffre d'affaires mondial sur une année de l'industrie pharmaceutique dans le monde représente 1100 milliards de dollars, soit 3 fois le budget de la France. Vous avez ensuite un deuxième chiffre qui apparaît à votre écran, qui est une étude qui a été publiée par Bastamag et les Pharma Papers, c'est bien ça, qui explique que sur les 20 dernières années,
plus de 1000 milliards de dollars ont été distribués sous forme de dividendes par l'industrie pharmaceutique. Ce sont des chiffres hallucinants, qui font rêver ou cauchemarder, mais qui expliquent en tout cas qu'il y a des sommes extrêmement importantes qui sont en jeu, et pour cela, tout est presque peut être mis en place pour réaliser la meilleure rentabilité possible. Alors je vais vous prendre ensuite deux exemples très précis, qui sont documentés et qui ne sont pas non plus des vues de l'esprit. Le premier exemple va nous amener en Afrique, c'est Pfizer, qui dans les années 2000 a essayé un médicament qui a fait un test clinique sur la population sans prévenir les autorités et bien sûr sans avertir les familles. Comme tous les jours, Fida aussi demande toute l'attention de sa maman. Depuis qu'elle a été atteinte de la méningite, elle ne peut plus marcher, parler ou s'habiller toute seule. Nous sommes à Kano, au nord du Nigeria. C'est ici qu'il y a 11 ans, le laboratoire pharmaceutique Pfizer est venu tester un médicament. Fida aussi était l'une des 200 patientes qui y a participé. Pour Zénab, ce n'est pas la méningite qui a paralysé sa fille, mais l'antibiotique testé par Pfizer. En 1996, alors qu'une épidémie de méningite ravage le nord du Nigeria, le géant pharmaceutique décide d'utiliser un médicament en dernière phase de test et d'évaluer son efficacité contre la maladie. Anas était malade. Quand nous l'avons emmené à l'hôpital, on nous a dit que des médecins blancs étaient venus offrir des soins gratuits. Quand ils sont venus, Anas était le premier dans la file. Ils l'ont donc emmené dans une salle de consultation. À part l'équipe médicale, personne n'a eu le droit d'y entrer. Ils n'ont pas demandé mon accord, ils ne m'ont pas non plus expliqué ce qu'ils faisaient. Ils ont dit que notre enfant avait la méningite et qu'ils étaient là pour nous aider, c'est tout. En mai dernier, le Nigeria a décidé d'entamer un procès contre Pfizer. Il l'accuse d'avoir testé l'antibiotique sans l'accord des autorités nigérianes, d'être responsable de la mort de 11 enfants au cours de l'essai clinique et du handicap d'une centaine d'autres. Dans ce genre de dossier, bien évidemment, l'industrie pharmaceutique refuse de reconnaître sa responsabilité. Pour autant, ça se termine toujours par une transaction et un gros chèque, et elle a les moyens de payer. Cette histoire terrible a inspiré John le Carré dans son roman La Constance du jardinier, qui a été porté à l'écran avec Ralph Fiennes. Deuxième exemple, cette fois c'est un exemple concernant un vaccin, c'est le vaccin contre la dengue mis au point par Sanofi, qui a été testé aux Philippines et qui a entraîné un certain nombre de décès et d'effets secondaires graves, à tel point que les autorités philippines ont décidé de poursuivre Sanofi en justice. On écoute le reportage de France 24. Angelica est morte 3 mois après avoir été vaccinée. Elle avait tous les symptômes de la dengue. Son décès est-il lié au vaccin? Une enquête a été ouverte, mais pour sa maman, cela ne fait aucun doute. Ils ont reçu le vaccin. Ici, c'est la fille et le neveu de cette dame. La nouvelle se répand qu'il se passe quelque chose de grave. Les gens ont peur. Que va-t-il arriver à leurs enfants? Le ministère de la Justice et le ministère de la Santé ont chacun lancé une enquête. D'après les premiers éléments, entre 10 et 20 enfants seraient morts après avoir été vaccinés. Selon certains médecins, les effets secondaires peuvent se déclencher jusqu'à 6 mois après avoir reçu le produit. Aujourd'hui, aucun lien entre ces décès et le vaccin n'a été formellement prouvé, mais la procureure générale met directement en cause Sanofi. Il y a une négligence et c'est puni par la loi dans tous les pays du monde. Pour seule réponse, Sanofi a diffusé ce lundi un communiqué. Ils vont rembourser aux Philippines les vaccins non utilisés, mais ils ne remettent pas en cause les bienfaits de leurs produits. Notre décision de rembourser les doses inutilisées est sans rapport avec d'éventuelles questions de sécurité ou de qualité. Pour Sanofi, au-delà de l'aspect médical et de santé, il y a évidemment beaucoup d'argent en jeu. Selon les spécialistes, le groupe pharmaceutique pourrait perdre au moins 100 millions d'euros dans cette crise. On vient de le voir, ces épisodes se passent dans des pays lointains, un peu exotiques, où les pouvoirs de l'État ne sont pas les mêmes qu'en Europe ou aux États-Unis. On pourrait se dire que ça concerne donc ces pays qui ne peuvent pas se défendre et qui sont donc victimes malheureusement de formes intenses de corruption. Eh bien, nous allons voir qu'en Europe et aux États-Unis, il n'y a pas une forme de corruption, mais il y a une forme plus subtile, plus technocratique, qu'on appelle la captation du régulateur, c'est-à-dire que l'on va influencer les régulateurs. Et là, on a deux techniques. L'une qui va être illustrée par un exemple américain, c'est le fait qu'un ancien dirigeant de la FDA, la Federal Drug Administration, a pris sa retraite
mais il a pris sa retraite en devenant un cadre exécutif, donc un cadre extrêmement puissant chez Pfizer. Et c'était en 2019, comme nous le rappelle Prescrire dans cet article que vous pouvez voir à l'écran. Cet épisode américain peut nous rappeler une histoire qui est arrivée en France dans le dossier Mediator, où l'expert qui était chargé d'évaluer la molécule du Mediator était par ailleurs, mais sans le dire, financé par Servier. On le voit donc, il y a des tas de manières d'influencer le régulateur. Et un dernier exemple est cité par le docteur Alexis Clapin, qui nous explique que comment, dans le dossier Avonex, vous le voyez à l'écran, on a un essai qui était biaisé, qui a entraîné des propos trompeurs, ce qui n'a pas inquiété le régulateur américain, et cela a permis au laboratoire à l'origine du nouveau produit Avonex de vendre un médicament dont les effets étaient surestimés, mais les bénéfices tout autant, puisqu'on estime que sur la période, depuis les années 90, cela a rapporté plus de 38 milliards de dollars. Donc on le voit, il existe tout un tas de techniques, et d'ailleurs c'est encore rappelé par Marianne dans un article récent, tout un tas de techniques qui permettent de trafiquer ou de corriger ou de maquiller les informations. Et malheureusement, on l'a vu dans Levothyrox, on l'a vu dans Mediator et on l'a vu dans d'autres dossiers, le Vioxx pour les États-Unis, les régulateurs ne font pas leur travail ou pas suffisamment, ils ne vont pas au cœur des données pour justement les exploiter et vérifier leurs contradictions internes ou leur incohérence. Alors, on peut en tirer une leçon, et ce n'est pas moi qui vais la tirer, je vais faire appel à un philosophe, et je vous invite à lire ce que dit Jean-Baptiste Prévost, qui est un philosophe du droit et juriste, à propos des produits pharmaceutiques. C'est un article qui est publié dans la Gazette du Palais du mois de janvier 2021, donc qui est d'une cruelle actualité, et qui résume bien l'intégralité des connaissances acquises sur le comportement particulièrement indécent de ces soi-disant laboratoires qui sont avant tout des spéculateurs sur le médicament. Ce que je retiens des propos de Jean-Baptiste Prévost, c'est la phrase suivante. « Il est urgent que la puissance publique reprenne le dessus sur ces mastodontes industriels. » C'est un beau principe, mais on peut douter de son efficacité quand on voit par exemple que le président Macron accueille à l'Élysée les grands patrons de l'industrie pharmaceutique, mais oublie de recevoir les malades. Donc il est impératif que nous reprenions le contrôle de l'information, et pour cela il faut accéder aux données brutes. Je vous ai dit tout à l'heure que pour les Levothyrox, l'étude de bioéquivalence faisait 2000 pages. Pour les vaccins, si j'en crois la directrice générale de l'ANSM, Madame Christelle Ratignier-Carbonel, qui dans une interview au Monde que vous devez avoir à l'écran explique que pour chaque vaccin, cela représente un volume de 200 000 à 300 000 pages, soit l'équivalent d'un 33 tonnes. Donc c'est un volume colossal d'informations à traiter. Pour autant, je pense que l'intelligence collective nous permettra de faire face à cette marée d'informations, comme cela a été le cas d'ailleurs dans l'histoire des cigarettes Papers aux États-Unis, où la justice américaine a condamné les cigarettiers américains à transmettre 80 millions de pages pour justement qu'elles soient examinées. Et les universitaires américains, avec des équipes plus ou moins pluridisciplinaires, ont pu plonger dans ces informations et en faire sortir tout un tas de révélations très intéressantes sur le comportement des cigarettiers. N'oubliez pas que pendant 50 ans, de 1953 à 1995, les cigarettiers ont menti de manière éhontée en prétextant qu'il n'y avait pas de lien établi entre la fumée de cigarette et les cancers du poumon, alors que depuis 1953, ils le savaient, et que depuis 1953, ils ont dépensé des milliards d'euros chaque année pour lutter contre cette vérité. Eh bien, c'est pour éviter
que l'on se retrouve dans 50 ans avec des révélations fracassantes, que nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle technique d'action, l'action collective européenne, que je vais vous détailler dans un instant. Lorsque on nous a demandé de préparer une action collective sur les vaccins, nous avions un premier écueil qui était d'apparaître comme anti-vaccin ou au service de la vaccination. Nous ne voulions pas être ni des propagandistes ni des publicitaires. Et donc, en y réfléchissant, on s'est dit que le meilleur moyen d'éviter ce double écueil, c'était de trouver de l'information pure et de la partager. C'est la raison qui nous a poussé à chercher en direction de la transparence. Et nous avons découvert, il n'y a pas d'autre mot, un texte qui est peu utilisé, mais qui mérite d'être connu, qui oblige la Commission européenne et toutes les agences de l'Union à jouer la carte de la transparence, afin que les citoyens européens comprennent dans quelles conditions sont prises les décisions économiques ou politiques de la Commission européenne. Et c'est d'autant plus important dans notre dossier qu'on s'est aperçu très vite que, par exemple, les contrats qui étaient signés entre la Commission européenne et les fabricants de vaccins étaient sous clé, y compris pour les parlementaires. On a obligé les parlementaires européens à aller dans des salles obscures, sans téléphone, sans appareil photo, sans même de quoi prendre des notes, pour découvrir le contenu des contrats. Et encore, les contrats qu'on leur communiquait étaient tellement caviardés qu'ils en étaient illisibles. Écoutez un petit peu ce que disent les parlementaires qui ont accepté de participer à cette mascarade. La confidentialité des contrats est une faute, et une faute vraiment importante. Un des fournisseurs a accepté qu'un contrat dépouillé de tous ses éléments essentiels soit mis dans une salle de lecture dans laquelle en fait les eurodéputés ne peuvent absolument rien faire si ce n'est le lire. Puisque nous ne pouvons pas prendre de notes, pas de photos, pas de copies, et nous ne pouvons de toute façon pas faire état de ce que nous aurions vu dans cette salle de lecture. Donc ce n'est pas un exercice de transparence. Ça ou les contrats inaccessibles, c'est exactement la même chose. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Deuxième problématique, on sait que lorsque on dépose un dossier d'autorisation de mise sur le marché, l'industriel est obligé de communiquer l'intégralité des études qui sont à l'origine de son nouveau médicament ou de son nouveau vaccin. Je vous ai déjà dit que cela représente un volume conséquent, plusieurs centaines de milliers de pages. Eh bien, ce qui est surprenant, c'est que les agences sanitaires ont vu cet amoncellement de papier arriver début décembre et très vite, la bouche en cœur, et sans avoir véritablement examiné en détail ces documents, ils ont annoncé que tout allait bien et qu'on pouvait commencer la vaccination. En fait, ils se sont contentés de reprendre le résumé qui était préparé par les industriels et ils n'ont pas fait ce travail de vérification qui est pourtant leur mission. Et c'est parce qu'ils sont défaillants que nous proposons aux citoyens que vous êtes de se réunir, de se regrouper dans ce qui va être la première action collective européenne qui va réunir des citoyens de tous les pays de l'Union pour demander des comptes à la Commission européenne et à l'Agence du médicament européen. Et donc, pour cela, nous avons lancé la pétition déjà-vu.légal qui va nous permettre de nous compter. Et une fois que nous aurons atteint, ce qui est la première phase, le chiffre de 100 000 personnes, nous allons demander à la Commission européenne et à l'Agence européenne du médicament les documents qui sont listés. Il y a une troisième série de documents que je n'ai pas évoquée, mais qui est pourtant importante, c'est la question qui semble être en débat des accords qui existeraient, vous voyez, je suis prudent, j'essaye de suivre les conseils d'Étienne Klein, les accords qui existeraient entre la Commission européenne et les industriels. Ces accords leur offriraient une espèce de protection judiciaire, d'immunité, ou en tout cas une prise en charge pécuniaire des conséquences d'éventuelles actions en responsabilité qui pourraient être intentées par des personnes rendues malades par les vaccins ou par les héritiers de personnes qui auraient été poussées dans la mort par les vaccins. Et donc, si cette clause existe, nous voulons en vérifier l'étendue parce que c'est une aberration juridique, c'est ce qu'on appelle une levée de l'aléa moral, c'est-à-dire que les compagnies pharmaceutiques se trouvent dans la plus totale impunité, la plus totale liberté pour faire tout et n'importe quoi, prendre des risques inconsidérés, quoi qu'il leur en coûte, comme dirait quelqu'un, ce n'est pas elles qui payent, ce sera le contribuable européen. Et donc, pour arriver à tout cela, lorsque nous aurons atteint le chiffre de 250 000 signataires, nous passerons certainement dans une phase judiciaire.
Et là, autant la pétition était gratuite, autant la phase judiciaire, nous vous proposerons une participation parce qu'il va falloir que le travail qui est réalisé par les différents avocats dans les différents pays puisse être rémunéré, mais nous en reparlerons ultérieurement. Et une fois que donc la phase judiciaire est enclenchée, nous allons saisir le tribunal de l'Union européenne pour qu'il statue sur nos demandes, qui sont pour moi légitimes, et qui consistent à faire application de ce règlement de transparence qui s'applique à l'Agence du médicament et à la Commission européenne. Ça va prendre un peu de temps, on espère quelques mois seulement, et si tout va bien, nous aurons accès enfin à toutes les informations concernant ces vaccins, et là, ce sera la mobilisation de l'intelligence européenne, ce seront les scientifiques de toute l'Union et peut-être même d'ailleurs, qui pourront examiner les chiffres, les comparer et vérifier qu'il n'existe pas de biais dans les analyses qui sont présentées par les laboratoires pharmaceutiques. Et puis il y a une dernière évidence qui concerne ce qu'on appelle le passeport vaccinal interne. Et il n'est pas question, alors qu'on ne sait pas si les vaccins sont efficaces, protecteurs, et s'ils n'ont pas d'effets secondaires importants. Donc il n'est pas question que ces vaccins deviennent obligatoires et que l'on doive montrer patte blanche avec un passeport électronique ou pas pour aller au cinéma, au restaurant ou que sais-je encore. Parce que cela serait une atteinte disproportionnée à des libertés fondamentales. Et donc nous nous tenons prêts avec les différents avocats européens ou dans chaque pays pour contester ces décisions qui remettraient en cause quand même la raison d'être de l'Union européenne et les libertés fondamentales que nous avons durement acquises depuis le temps des Lumières. Donc pour toutes ces raisons, nous avons lancé cette grande pétition qui est la première étape, que vous pouvez rejoindre sur Déjà Vu Illégal et qui va être, je l'espère, la première action collective européenne et que comme ça on pourra dire que les citoyens européens reprennent leur destin en main et se font respecter à la fois par la Commission européenne, à la fois par les États nationaux et peut-être même par les lobbies. À bientôt.